Donc, bonjour à tous, David Sage de Montréal. Donc, dans un premier temps, je pense qu'on va repréciser certaines interrogations qui peuvent venir du fonctionnement du groupe. Juste, j'ai vu qu'une seule personne avait pu envoyer un message. Je ne sais pas si l'ensemble a bien compris le fonctionnement, mais n'hésitez pas à envoyer en message privé aux personnes du groupe si jamais vous avez des questionnements sur l'envoi de messages. Donc, et surtout donc, à Julien et à JP Réguet si vous pouvez poser des questions comme ça. Ok, donc je fais une personne qui a bien compris, mais je ne sais pas si les autres ont bien compris le fonctionnement. Juste alors, oui, une seconde, ok, donc je vois que ça commence à être utilisé. Donc juste, je pense que Jean-Paul, il peut repréciser rapidement les différentes questions qu'il y avait au sujet du NOC, notamment sur les différents devoirs qui sont notés. Donc Jean-Paul peut repréciser le pourcentage de chacun des devoirs et des choses à valider pour l'extension du NOC. Ok David, oui, oui, tout à fait. Donc bonjour à tous. Alors en ce qui me concerne, donc contrairement à David et Olivier, je suis plus chargé de la technique que du contenu, sachant que mon domaine d'activité concerne plutôt l'informatique. Alors quelques éléments que je peux vous donner sur le MOOC. Donc on a environ 400 personnes qui sont actives, y compris dans les questionnaires, avec donc un nombre de questionnaires répondus suivant les semaines qui peut être variable. 250 pour l'instant sur le questionnaire de fin de première semaine, 256 sur le deuxième semaine, 108 sur la troisième. La quatrième est en train de commencer puisque 28 d'entre vous seulement ont rempli les questionnaires. Ça, c'était des chiffres globaux. Donc, ce que l'on a prévu comme typologie d'exercice, c'est tout d'abord ces réponses à QCM, alors qui vont servir à comment dire à travailler la mémorisation. Alors pour la petite histoire, nous les avons terminées avec David nuitamment juste avant le démarrage du MOOC, ce qui explique que certaines questions ne soient pas parfaites. Je pense que pour la prochaine session, nous aurons des questionnaires plus affinés. Donc on a bien pris en compte l'ensemble de vos remarques et donc nous comptons bien améliorer notre MOOC au fil des années. Aucun problème là-dessus. La deuxième typologie d'exercice donc qui vous sera proposée sont les exercices que l'on appelle devoirs avec correction par les pairs, donc ce qui va commencer à partir de cette semaine. Vous avez eu le sujet aujourd'hui, alors bien entendu encore un petit défaut, une petite erreur sur les dates de remise qui étaient bien précisées sur l'exercice, que l'on a bien retouché pour la suite. Donc vous avez bien toute la semaine pour préparer cet exercice de synthèse. Et ce sera à partir de la semaine prochaine que vous aurez à corriger les devoirs fournis par 3 de vos collègues. Alors, un des gros avantages de ce type d'exercice, c'est qu'en fait, le fait de produire de la connaissance et non pas seulement de répondre à des QCM, c'est beaucoup plus riche pour vous. Et par ailleurs, le fait de corriger les productions des autres étudiants est aussi une activité qui est très riche et très riche en apprentissage. Alors, on le pratique nous-mêmes avec nos étudiants dans le cadre des écoles d'ingénieurs, mais là, le fait de le pratiquer dans le cadre d'une communauté beaucoup plus large est extrêmement profitable. Non seulement le fait de recevoir les corrections, donc pensez bien à mettre des remarques, les corrections de vos collègues, J'avais une et question sur le le nombre fait de pages, sur le nombre de pages. Effectivement, il y a un exemple qui fait 4-5 pages, mais après, c'est à votre convenance. Hein. Si vous serez inspiré, c'est ça. voilà, tout à fait. Alors pensez à être synthétique malgré tout, puisque tout ce que vous produisez devra être relu par 3 de vos collègues. Donc, il faut réussir à faire un bon équilibre. Mais je dirais que non seulement, bon, certes, il y aura une évaluation, une gradation de vos résultats, mais l'intérêt principal, c'est vraiment le travail en commun sur ces contenus. Je ne comprends pas, je Donc dirais voilà. de 5 à 15 pages maximum. Oui, tout à fait. Ok, bah écoutez, David, je vous laisse continuer sur le contenu. Et moi, j'étais là, voilà. Alors voilà, tout au Et, fil de et, et je cette reste heure, à en l'écoute. fait, n'hésitez pas
à poser des questions comme ça vient d'être fait. Donc, si vous avez des questions sur les 4 premières semaines du MOOC, n'hésitez pas à les poser. Ce que je vous propose sur le déroulé de cette heure, c'est de commencer à répondre sur les différentes questions qui ont été posées au niveau du forum. Quel copyright pour ce travail de synthèse, c'est-à-dire, vous, vous pouvez préciser un peu sur le copyright, en fait, c'est-à-dire, Donc, je pense que le copyright, c'est, si tu veux, quel type de droit s'applique à ce qui va être produit. Alors, de toute façon, ce qui est produit vous appartient, hein, en tant qu'apprenant. Et ce qui avait été mis sur les questions dans les forums et donc les devoirs, c'était qu'on était sur une licence Creative Commons CC by NC. Donc, on doit citer la source, on doit citer le nom de la personne si jamais on se servait d'un exemple de devoir. Alors, toujours pour valoriser le MOOC, on n'a pas prévu d'ailleurs de se servir spécifiquement de ces devoirs, mais si jamais on le faisait, on devrait citer l'auteur, on devrait remettre identique à ce qui a été donné. Et puis, donc, le dernier, c'est non commercial, c'est-à-dire qu'il n'est pas autorisé d'avoir une utilisation commerciale de vos travaux. Alors après, ces licences Creative Commons se déclinent suivant les pays de manière un tout petit peu différente, puisque les droits qui vont s'appliquer suivant les pays sont un tout petit peu différents. Voilà, désolé David, j'ai repris la parole pour ce point qui était beaucoup plus droit d'auteur qu'autre chose. Voilà, j'espère que on a bien répondu à Monsieur de Rouffy. on va continuer. Ok, on peut On va continuer. continuer donc, pour répondre aux premiers questionnements qu'il y avait eu dans le MOOC. Donc, la première, il y avait une question sur le permis exclusif de recherche et dans lequel vous souhaitez avoir des précisions entre les différences entre une mine et une carrière. Donc, c'est vrai que c'est Olivier qui avait commencé à répondre à ces questions. Donc, Olivier, si tu veux représenter rapidement ce qu'est une mine, une carrière, et puis les différences entre les deux. Oui, donc bonsoir tout le monde. Effectivement, dans le fil de discussion du MOOC, il y avait effectivement une question sur les permis exclusifs de recherche, sur l'exclusivité, effectivement, sur les mises en concurrence des sociétés entre elles, principalement dans le domaine des carrières, et de savoir effectivement si ça existait aussi pour tout ce qui était mine. Donc juste avant, en introduction de cette réponse, je vais juste parler quelques instants de différence entre les mines et les carrières. Donc à savoir qu'une mine et une carrière, la différence ne sera jamais entre mine souterraine, carrière souterraine et mine à ciel ouvert et carrière à ciel ouvert. Il va y avoir, ça peut exister, donc c'est plutôt la matière qui va influencer la définition d'une mine ou d'une carrière. Donc savoir si la matière est concessible ou pas. Dans le cas où elle est concessible, c'est un matériel stratégique, une matière stratégique, on va parler plutôt de mine. Dans le cas de granulat, donc non stratégique, on parlera de carrière. Je reviens juste maintenant sur le le terme d'exclusivité. Effectivement, on parle de permis d'exclusif de recherche dans une mine, mais il n'y a pas d'exclusivité. Enfin, l'exclusivité n'apparaît que lors de l'obtention de ce PER. Avant, il y a tout à fait un temps de mise en concurrence. Quand une société choisit de délimiter un périmètre pour faire des recherches de métaux, de pétrole ou autre chose, donc une matière stratégique par exemple, elle va donc déposer sa demande et suite à cette demande, il va y avoir une consultation et à la fin de cette consultation, on accordera un PER. Mais lors de la consultation, il va y avoir une mise en concurrence de toutes les sociétés qui voudront se mettre aussi sur ce type de recherche, sur ce périmètre et pouvoir exploiter à terme, enfin d'abord de manière faire une phase d'exploration, être une junior et ensuite peut-être exploiter ou revendre son permis pour une exploitation par une majeure. Pour une carrière, la mise en concurrence, elle sera beaucoup plus tôt
mais beaucoup plus secrète, puisque ce sera l'impact foncier, c'est la maîtrise foncière qui gérera un système de concurrence, puisqu'il faudra effectivement être maître de tout son périmètre foncier avant de pouvoir exploiter une carrière. C'est-à-dire que la différence, là, c'est vrai, c'est que dans un premier temps, sur le côté minier, les entreprises vont engager des fonds alors qu'elles sont en concurrence. Donc, elles peuvent engager des fonds sans être certaines qu'elles puissent avoir le permis minier. Il y a une différence vraiment entre les demandes au niveau français et anglo-saxon au niveau des codes, en fait, miniers. Et déjà, dans les pays anglo-saxons, on va être propriétaire du sol et du sous-sol. C'est une grosse différence parce que là, on maîtrise de foncier. Dans les pays français, en fait, on va déposer le permis qui va être mis en concurrence entre les différentes entreprises. Donc, c'était la définition qu'Olivier vous présentait, c'était au niveau du droit français. C'est bien ça, Ouais, tout à Olivier. fait. Donc, ce qui fait qu'en France, une entreprise, quand elle n'a pas son permis enregistré, elle va être mise en concurrence. Donc, dépenser des sommes qu'elle est pas sûre de récupérer. Donc, ensuite, au niveau de l'exploitation, au niveau de l'exploitation, en fait, on va avoir comme différence, c'est on va déposer un permis d'exploiter qui va être différent en fonction de la matière. Hein. On va avoir différentes classifications au niveau du code, entre le code de l'environnement, le code minier. On a parlé dans ta réponse, je vais le préciser un peu. C'est-à-dire qu'effectivement, le permis d'exploiter, en fait, dans le code de l'environnement qui donc s'attache donc aux carrières, puisque les carrières sont sous le régime du code de l'environnement et des installations classées pour la protection de l'environnement, donc ces fameuses ICPE, les carrières donc sont soumises au code de l'environnement. Quelques articles du code minier subsistent encore pour légiférer sur les carrières, mais c'est vraiment mineur. Alors que pour une mine, c'est le code minier qui règle toutes les questions et donc qui va donner les informations sur l'après-mine, les conditions d'exploitation, le code du travail associé, et donc qui va effectivement avoir créé des différences entre ce qu'est une mine et ce qu'est une carrière du point de vue réglementaire. Et dans le dépôt d'un dossier, donc quand on va devoir déposer un dossier, notamment un dossier d'étude d'impact pour l'industrie extractive, il va être pris en compte avec toutes les phases d'activité de l'industrie extractive. C'est vrai qu'il y avait des questions à ce sujet-là, sur qu'est-ce qui était pris en compte dans le dossier d'étude d'impact. Donc, c'est des choses qui sont en train d'être révisées. Et c'est vrai que dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est la situation initiale, l'état initial, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à tout ce qui va être existant avant l'ouverture d'une mine ou la réouverture d'une mine, hein, comme c'est le cas au niveau des permis de réouverture qui sont déposés sur le territoire français, dans lequel il y a d'anciens sites miniers. Et ce qu'on va prendre en compte dans ces dossiers d'études d'impact, ça va être l'état avant l'ouverture de cette future exploitation. Donc, ce qui va être pris en compte, c'est qu'on va s'intéresser aux différentes en fait, qui peuvent être impactés par une activité, une industrie extractive. Donc, on va regarder l'existence au niveau de la faune, de la flore. Notamment, on va s'intéresser à tout ce qui va être espèces protégées. Donc, on va s'intéresser à toute cette biodiversité existante sur le territoire. Après, on va s'intéresser également, regarder tout ce qui va être haute surface, donc tout ce qui va être les cours d'eau, les eaux de ruissellement, mais aussi on s'intéresse de plus en plus à tout ce qui est eau souterraine. On va regarder l'état de ces eaux souterraines. Comparativement, on va regarder également sur ce territoire quelles sont les différentes entreprises qui sont existées. Et puis, on va regarder également donc, tout ce qui va être activité humaine, impact qu'on peut avoir sur le climat, on va regarder l'existence au niveau humain, c'est-à-dire voir tout ce qui est ville, tout ce qui va être habitation qu'on va avoir autour des exploitations, dans un périmètre, selon l'ampleur du projet, on va regarder à des distances de plus en plus fortes tout ce qui va être population. Donc ça, c'est la première étape, c'est ce qui va être état initial. Ensuite, ce qu'on va regarder,
c'est qu'on va faire une étude en déterminant toutes les activités que peut avoir une industrie extractive. Dans toutes les étapes de vie, les phases de vie. C'est-à-dire de l'exploration, en pensant à l'étape d'ouverture, à la phase d'extraction, tout ce qui va être usine de traitement, quand cette usine de traitement elle est au niveau du territoire, ce n'est pas toujours le cas, parce que souvent, en fait, on a les traitements peuvent être délocalisés sur notre territoire par rapport à l'industrie extractive qui extraire la matière et la convoyer jusqu'à un endroit où elle veut être traitée. Donc, et on va également s'intéresser à la phase de clôture de l'exploitation et la phase d'après-mise. On va revenir à cette phase d'après-mise qui nous intéresse dans le nouveau pyramide français. On va faire, lors de l'état initial, l'inventaire de tout ce qu'il y avait comme flux industriel, comme je l'ai tout à l'heure. Et quand c'est des exploitations qui vont réouvrir, on va, on va s'intéresser à ce qu'il y avait comme impact existant sur le territoire. Ça peut être, par exemple, s'intéresser au niveau des surfaces, au niveau des souterraines, sur l'impact qui a pu perdurer, pour voir ce qu'on va avoir comme impact additionnel face à l'ouverture d'une exploitation. Ensuite, on va regarder, donc, à s'intéresser à tous les impacts qui vont être associés à l'exploitation. Donc, à chaque étape de vie de la mine, on va regarder tous les impacts qui vont être associés sur les différentes cibles que j'ai citées tout à l'heure. Et là, on va regarder donc, quelles vont être les meilleures méthodes pour atténuer ces impacts. Et tout en pensant à la remédiation finale, qui va être la phase de clôture, et à l'après-mine pour essayer de redonner un état le plus naturel possible à l'exploitation. C'est l'étape de clôture de fin d'activité. Et cette partie-là, Olivier, tu avais des choses que tu souhaitais rajouter? J'ai pas bien entendu ce que tu racontais, David, je te disais. Mais ce que je trouve, c'est que si je reviens toujours sur ces histoires de différence entre mine et carrière, il y a le même principe pour les carrières, effectivement, de faire une étude d'impact, de faire un état initial et de voir après les impacts que vont créer la carrière sur cet état initial. A priori, effectivement, en calculant effectivement quelles sont les espèces qui vont être impactées, comment va évoluer l'eau, en faisant effectivement une étude a priori. J'avais pas d'autres grandes réponses à donner. Vous m'entendiez pas quand je parlais, parce que je parle plus tôt, c'est ça? Je t'entends, mais je trouve que t'entends pas très bien. Hein, effectivement, toi, il y a ton son et pas. Ok, bon, ben, je vais le refaire en allant dans le bureau. David, éventuellement, ce que l'on peut proposer, c'est que tu ailles directement dans le bureau d'Olivier et qu'on vous prenne à partir du même bureau, vous passerez le casque puisque le son d'Olivier est très clair, le tien est un petit peu compliqué. Parce que moi, le micro, il est à... Ah, t'étais loin du micro, oui. Non, non, Donc, il est à 20 cm, il est pas bien. ouais, c'est C'est le micro qui a un problème. le micro. Voilà, tout à l'heure il marchait, mais maintenant il a l'air d'être de mauvaise qualité. Si vous laissez le temps à David de monter un étage dans le bâtiment, bah écoutez, on le prend en direct depuis chez Olivier, comme ça vous passerez le casque et ça permettra de continuer de manière plus agréable, je pense. Oui, donc on va faire ça, effectivement. David va me rejoindre. Donc, je vais me décaler pour l'accueillir. Voilà, ce sera très bien comme ça. La magie. La magie du direct. Voilà, donc vous passerez le casque quand l'un ou l'autre voudra parler. Je pense que ce sera très bien. Ok. Alors. Vas-y Jean-Paul, essaie voir de parler, s'il te plaît, pour qu'on fasse un test son quand même. Parce que là, sinon David n'entendra pas. Et voilà, excuse-moi, là je suis passé hors casque.
Donc, on vous entend toujours aussi bien. Est-ce que David, vous m'entendez? Oui. David ne m'entend pas pour l'instant. Enfin, ne vous entend pas parce que c'est moi qui ai le casque et j'essaie de mettre sur haut-parleur. D'accord. Bon, écoute, ne vous embêtez peut-être pas trop avec ça, puisque principalement les questions arriveront par écrit. Vous serez les seuls à parler. Ça pose pas. Il faut que tu mettes, il faut se prêter le microphone, tu vois. Hop là. À partir Bon, de là. Ah oui, bon, c'est parfait. là, vous m'entendez mieux, j'imagine. Donc, je recommence ce que je disais tout à l'heure. Donc, j'expliquais ce qu'était en fait l'étude d'impact lorsque les différences entre la mine et la carrière, notamment dans les ouvertures des nouvelles mines, en fait, dans les permis de recherche sur le territoire français. Donc, ce qui devait être fait sur le territoire. L'étude, en fait, qui est réalisée, ça va être, dans un premier temps, on va s'intéresser à regarder l'état initial. Donc, c'est-à-dire qu'on va regarder quelles vont être les différences entre l'impact qui existe sur le territoire au niveau de la plupart de ces permis de recherche sont situés au niveau d'anciennes exploitations minières. Donc, on va s'intéresser à tout ce qui va être impact qu'il y avait sur ce territoire préexistant. Donc, dans la plupart de ces sites, il y a il peut exister, perdurer encore un impact qui était dû aux anciennes exploitations qui dataient du 19e siècle, voire avant, voire au préalable, hein. Il y a certains sites, en fait, des sites romains qui, notamment des mines d'or, en fait, qui sont réutilisés, notamment dans les Pyrénées. Et donc, on va regarder ce qu'il y avait au niveau de ce territoire, notamment sur l'impact préexistant, l'état des nappes d'eau, des nappes d'eau souterraines, tout ce qui va être eaux de surface, et voir la qualité de ces eaux de surface pour comparer avec ce qu'on va évaluer comme quand la mine sera en activité. Donc, ce qu'on va réaliser, ça va être, euh, ça va être en fait, juste pour répondre à la question, ça dépend du code minier qui est à l'heure actuelle, hein. La législation actuelle permet le dépôt de permis de recherche et l'ouverture de nouvelles exploitations qui vont dépendre du code minier français, là, qui est d'ailleurs en train d'être revu, et du code de l'environnement. Donc, ça va répondre à ces deux législations. Donc, d'ailleurs, pour la parenthèse, pour répondre à cette question-là, dans les discussions qui sont à l'heure actuelle, il y a une discussion pour prendre plus fortement tout ce qui est côté acceptation de la population. À l'heure actuelle, quand on souhaite réouvrir une installation, une carrière ou une mine, on peut faire une consultation. Donc, une consultation de la population. Donc, c'est ce qui est réalisé la plupart du temps, mais c'était pas effectif dans la législation. Donc, à l'heure actuelle, ce qu'on est en train de modifier, d'être modifié, c'est tout ce qui va être obligation de la consultation de la population en local. Parce que, bah, comme je vous ai envoyé sur ceux qui suivent le forum, il y a souvent, au niveau de la population, plusieurs, plusieurs communautés, en fait, avec des avis bien différents. Et l'idée, c'est de consulter l'ensemble des communautés pour avoir ce qu'on appelle le permis social d'opérer, en fait, pour que ce soit vraiment officiel, en ayant pris en compte les différentes parties de la population. Donc c'est pour ça qu'il y a cette partie de consultation qui est d'ailleurs en train d'être réfléchie pour être effectuée dès les phases d'exploration. Alors ce qui pose certains soucis, parce qu'au niveau de la phase d'exploration, en fait, on ne peut on peut difficilement savoir quelles vont être les différentes techniques qui vont être utilisées au niveau de la phase d'exploration. Dès la phase d'exploration, on a du mal à savoir quelles vont être les différentes techniques qui vont être utilisées au niveau de l'extraction, voire même du traitement. Parce que tant qu'on ne sait pas précisément la nature précise des minerais, donc de la minéralisation, c'est-à-dire quels vont être les minéraux qui vont être associés, sous quelle phase ils vont être, si ça va être des oxydes, si ça va être s'ils vont être dans un milieu réduit, si le pH aussi, l'état redox, puis il y a certaines phases polluantes, entre guillemets, qui peuvent jouer grandement sur le processus de traitement que l'on va avoir derrière. Donc, tout cela va faire que c'est assez compliqué de dimensionner une installation de traitement
pour voir les impacts qui vont être associés, voire même de savoir quelles techniques vont être utilisées. Après, même pour l'extraction, c'est compliqué sans connaître précisément la grandeur des réserves, précisément la profondeur, leur localisation. Donc il y a une difficulté qui va exister de savoir comment précisément, quelle technique on va utiliser pour extraire notre gisement et comment il va évoluer, elle va évoluer cette extraction de la phase d'ouverture jusqu'à une exploitation. Ça peut durer 20, 30 ans, 40 ans. Il y a des exploitations, ça fait plus de 100 ans qui sont exploitées. Donc c'est vrai c'est compliqué dès la phase d'exploration de définir tous les impacts qui vont être associés. Et c'est compliqué également de l'ouverture de cette phase d'exploration, de savoir précisément comment on va traiter et exploiter le gisement. Donc après, toutes ces données-là, on les sait en fin de phase d'exploration, hein, bien entendu, mais c'est pour déposer un permis d'exploration qu'on a du mal à connaître l'ensemble des possibilités. Il y avait une question des mines de bauxite dans le... Ah oui, c'est à Gardanne, oui, oui. Alors sur le sujet de Gardanne, c'est un peu plus compliqué parce que là, c'est au niveau du process de traitement, en fait. Et c'est les bouts de traitement, oui, oui. Les bouts de traitement pour extraire en fait l'aluminium. Et c'est vrai que là, c'est des choses qui dépendent d'une ancienne législation, en fait. Et c'est une question assez difficile de répondre, qui d'ailleurs fait beaucoup d'hésitation au niveau ministériel et dans laquelle la réponse est compliquée à donner parce qu'au niveau législatif, c'est en train d'évoluer et donc c'est dur de donner une réponse claire à l'heure actuelle. On en saura plus quand la réforme du code minier aura été finalisée. Mais à l'heure actuelle, elle dépend de l'ancien régime. Donc, donc voilà. Donc, on en était à déterminer les différences donc au niveau des permis d'exploration de recherche. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est vrai, c'était qu'il y avait une partie, une fois qu'on a fait l'état initial, on va regarder donc à la fin de l'exploration, hein, pour voir tout ce qui va être défini en activité pour l'exploitation, l'ouverture, l'exploitation, la clôture et l'après-mine. Donc pour cela, on va regarder toutes ces différentes activités et les impacts qui vont être associés. C'est à ces phases-là dans lesquelles on va déterminer l'étude de faisabilité et à partir de cette étude de faisabilité, on va pouvoir décrire tous les impacts qui vont être associés et cumulés lors des différentes phases de vie. Et c'est ça qu'on va regarder au niveau du territoire. Mais ce qui a évolué également, on regarde également au niveau mondial l'impact que ça peut avoir. Donc au niveau mondial, c'est plus des questionnements comme le dégagement de CO2 qu'on va avoir, tout ce qui va être les questionnements sur le changement climatique, tout ce qui est eutrophisation par exemple. Donc c'est des données globales qu'on va traiter. Et au niveau local, on va regarder tout ce qui va être, par exemple, ce qui est regardé vraiment extrêmement précisément, notamment par ceux qui vont contrôler les dossiers, qui est l'ADREAL. On va s'intéresser à tout ce qui est haute surface, haute souterraine, qui dans une exploitation minière est contrôlée. Mais on va s'intéresser aussi à tout ce qui va être au niveau de l'air, par exemple, tout ce qui va être poussière, tout ce qui va être dans les phases, par exemple, qui sont au niveau de l'explosif, tout ce qui va être les distances de sécurité qui vont être prises au niveau de l'exploitation. Donc ça, c'est valable notamment dans les mines, mais également aussi dans les carrières, parce que c'est vrai que les impacts vont être différents en fonction d'une mine et d'une carrière. Dans une mine dans laquelle je précisais tout à l'heure, on va s'intéresser aux phases, aux pollutions qu'on va avoir dans l'air et surtout dans les eaux, hein, dans lequel on va regarder la dissémination également dans la faune et la flore. Autant en carrière, là, au niveau de tout ce qui va être pollution dans les eaux, on va être vraiment plus restreint, hein. On va s'intéresser surtout aux phases en suspension, qu'on commence à regarder de plus en plus
sur les impacts, notamment dans les eaux souterraines, mais la partie qui va être regardée, ça va être au niveau de l'air en fait et des dégagements de surface. Donc, pour répondre à la question de Rofi, en fait, l'étude d'impact, elle va être surtout environnementale. Le côté sociétal, on va s'y intéresser quand on va regarder une étude d'impact, mais elle va être vraiment prise en compte dans la refonte du code minier qui est en train d'être réalisé, dans laquelle on prendra cet aspect consultation de la population. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure que vous entendiez pas. On va regarder les différents. En France, oui, en France, là, je suis en train de parler sur le code français. On va s'intéresser au niveau de la consultation en regardant les différentes communautés de personnes, en faisant de la consultation, en s'intéressant également donc aux différentes réponses que l'on peut avoir auprès de ces différentes communautés, hein, parce qu'il y a des communautés qui vont pas forcément répondre. Donc, on va essayer d'avoir la réponse par sondage, par d'autres manières de diffusion de l'information, dans lequel on va mesurer les différentes réponses des populations et on va favoriser le dialogue en faisant ce que j'expliquais tout à l'heure, en essayant d'obtenir le permis social d'opérer, c'est-à-dire qu'on essaye de réunir autour de la table les différentes communautés et on va essayer d'interagir et d'avoir un accord entre l'ensemble pour développer l'exploitation sur le territoire ou pas, hein. L'intérêt de la refonte de ce code minier étant que le fait de prendre l'avis de la population au niveau local, parce que ce qui était fait au préalable, notamment par certaines entreprises et notamment à l'international, c'était d'avoir l'accord au niveau national, mais peu de consultations, peu de retours au niveau de la population en local. Et du fait de cette non-retombée, de ces problématiques d'échange entre la population locale et les entreprises, il y avait des incompréhensions des deux côtés et des situations qui ont engendré des problématiques. Donc à l'heure actuelle, on a cet aspect, notamment en France, de consultation de la population dès la phase en fait d'exploration qui va permettre d'ouvrir ou pas des industries extractives minières ou carrières sur les territoires français. Donc c'est vrai que c'est un nouvel aspect qui est pris en compte et qui est très intéressant. Donc d'ailleurs, à ce sujet-là, au niveau de la recherche, en fait, on a créé un regroupement, et c'est le regroupement qui a monté ce MOOC, qui a un réseau d'excellence qui s'appelle Mines et Société, dans lequel pour essayer de travailler sur cette question, on a rassemblé des acteurs du monde industriel, mais également du monde de la recherche, parce que c'est vrai qu'en termes de communication, de consultation de la population, il y a encore beaucoup de choses à comprendre. Et on a également rassemblé des gens de la société civile, donc autant des gens qui vont être des représentants des élus que des gens qui viennent du milieu associatif. Donc l'objectif, c'est de rassembler toutes les communautés. Là, on est vraiment au niveau national pour essayer de comprendre d'avoir une communication au niveau d'où l'ouverture ou pas d'une industrie extractive, de comprendre les arguments de chacun au sein de la population et que les gens puissent communiquer les uns avec les autres. Chose qui n'est pas toujours simple à l'heure actuelle suivant les différents territoires. Donc c'est vrai qu'à l'international, il y a beaucoup de choses qui sont effectuées, mais il y a des choses aussi qui ne sont pas respectées dans beaucoup de territoires. L'aspect sociétal n'est-il pas traité dans les enquêtes publiques? Justement, au,
au préalable, dans les enquêtes publiques, il n'y avait pas un aspect consultatif qui permettait d'interroger l'ensemble des groupes en fait de la population. Il y avait une enquête qui était réalisée, tu peux l'expliquer peut-être au niveau des carrières de ça. Donc, alors, pour ce qui était des carrières, effectivement, dans le processus de demande d'autorisation d'exploiter, pour une carrière, effectivement, il y a une enquête publique et au sein de cette enquête publique, il y a une consultation de la population qui vient donc signer des livres, qui vient s'informer auprès du rapporteur enquêteur, qui vient s'informer, qui a donc à sa disposition l'étude d'impact et tous les documents techniques que l'industriel demandeur d'une autorisation doit fournir. Mais généralement, elle n'a pas le temps de le lire puisque c'est une consultation sur place, elle ne peut pas repartir avec, elle peut repartir seulement avec un document non technique, enfin technique en fait, un résumé technique, pardon. La population donc vient s'informer, vient discuter avec le rapporteur enquêteur public, on va plutôt l'appeler comme ça, l'inspecteur, enquêteur, et vient poser des questions au travers d'un livre. Libre à la société, à l'entreprise qui fait la demande de permis de répondre à ces questions. Mais c'est un début de commencement de concertation entre une population qui va être à proximité de la future carrière et la société. Donc, effectivement, l'enquête publique permet un début, un embryon de concertation, un début de questionnement, un début de discussion, mais ce n'est pas une discussion franche comme on a actuellement le cas, ce qui a entamé donc, une société qui a demandé un permis exclusif de recherche en Ariège, dans la région de Salo, qui effectivement a, elle, débuté énormément de discussions avec les populations locales pour expliquer donc son projet, quels étaient les risques, quels étaient les impacts potentiels, mais sans cacher, sans rester à couvert. Elle est venue au devant de la population pour discuter. Donc, pour l'instant, dans les carrières, la législation ne permet pas une discussion comme ça, sauf de l'initiative de l'entreprise qui peut créer des réunions publiques. Elle le fait assez souvent, hein, les entreprises de granulats le font assez souvent, sentent l'attention effectivement des populations qui vont être impactées par l'ouverture d'une carrière ou l'extension d'une carrière ou la persistance de vie d'une carrière. C'est son initiative et elle la prend de plus en plus souvent, mais il n'y a pas de dispositif réglementaire qui oblige à cette discussion. C'est juste un retour des informations que le rapporteur, qui sont faites durant l'enquête publique. Et c'est vrai que là, les discussions font que on mettrait l'ensemble des gens autour de la table et l'objectif serait de pouvoir communiquer pour voir la faisabilité ou pas de l'ouverture d'une industrie extractive sur ce territoire. Et c'est vrai que c'est bien différent de ce qui se passe à l'heure actuelle. Bon, bien entendu, ça c'est déjà réalisé, hein. C'est des choses qui sont réalisées dans des pays qui ont été précurseurs, hein, notamment au Canada et en Australie, mais aussi le Brésil. Ces trois pays qui ont été moteurs dans ces étapes-là de sollicitation de la population en local pour les inclure pour les inclure au niveau de la conceptualisation d'un projet minier et pour que ces différentes tranches de population, en fait, participent au projet minier de la phase, bon, comme je vous ai précisé tout à l'heure, au niveau de la phase d'exploration, c'est un peu compliqué, mais de la phase d'ouverture à la phase de clôture. L'idée étant d'avoir des réunions régulières avec elle, déjà pour réaliser ce projet minier. Après, c'est vrai que souvent, dans pas mal de pays, la- on a des difficultés de communication sont remontées en fait par les industriels, ces difficultés de communiquer avec avec les populations. Mais il y a des endroits, comme j'ai précisé, dans les pays, par exemple, d'Europe du Nord, dans tout ce qui va être les, les pays anglophones tels que au Canada, aux États-Unis, au Brésil ou en Australie, dans lesquels maintenant cet aspect de
consultations, comme je disais tout à l'heure, de permis social d'opérer, sont suivies à toutes les étapes d'une exploitation minière. Alors, je vois qu'il y a une question qui se pose en fait sur avoir un peu plus de détails sur ce qui est le fonctionnement d'une industrie minière en fait. D'ailleurs, pour répondre à ça, je vous incite tous à aller sur un outil pédagogique qu'on a réalisé il y a quelques années, c'est-à-dire il s'appelle le projet UNIT. En fait, vous allez sur le site du gouvernement qui s'occupe de tout ce qui va être mine et carrière, qui s'appelle Info Minéral Info. Donc, sur ce site Minéral Info, vous tapez projet UNIT, et puis vous aurez des outils pédagogiques en fait que l'on a réalisés qui ressemblent un peu à du l'enseignement encyclopédie Encarta, mais du c'est une sorte en fait de présentation un peu plus détaillée de des différentes phases que l'on va avoir au niveau d'une industrie. Ça explique un peu plus précisément, par exemple, tout ce qui va être la phase d'exploration. Ça explique tout ce qui va être la phase d'exploitation. Il y a un module sur l'exploitation dans ce projet-là, et il y a un module pour répondre à la question de tout ce qui est tout ce qui va être la phase de traitement. Oui, UNIT, UNIT, c'est ça, projet UNIT. Il y a même, ça va même au-delà dans tout ce qui va être la réglementation. Il y a une partie sur la réglementation. Donc on va vous le mettre en lien, on vous le rajoute en lien. C'est en lien dans le MOOC en fait, en outil pédagogique. On va vous rajouter le lien. D'ailleurs, pour information, sur le site Minéral Info, c'est le site qui va recenser l'ensemble de tout ce qui va être information dans le monde de l'industrie extractive, hein. Autant ce qui va être tout ce qui va être R&D, recherche, que tout ce qui est outils de vulgarisation, que tout ce qui va être information au niveau de ce qui se réfléchit au niveau des ministères, du gouvernement, que tout ce qui va être nouveaux permis délivrés en termes de permis d'exploration en mine ou en carrière. Donc on vous a mis le lien. Donc il y avait une question. Donc après, il y avait une question aussi qui était posée sur le forum. Oui, tu veux répondre? Oui, alors, concernant la question de Jade Sim, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous entendez par le système des ERA? Est-ce que c'est l'évaluation des risques? Est-ce que ce serait ça auquel vous pensez? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu mieux, qu'on puisse voir un peu de quoi vous parlez? En attendant, je repasse la parole à David qui va effectivement envoyer. Non, entente, répercussion, avantage, d'accord. Oui, oui, ben, c'est ce que je parlais tout à l'heure en fait. C'était en fait ce que j'appelais comme le permis social d'opérer. Donc, ce qui est réalisé en, en projet en fait, en, en pré-projet minier, c'est ce qu'a précisé Olivier, c'est on va faire des consultations en public, des enquêtes publiques, des consultations en public, dans lesquelles on va regarder au niveau de la population les différents acteurs qu'il y a en présence sur un territoire. Parce que d'un territoire à l'autre, pas que d'un pays à l'autre, hein, mais d'une région à l'autre, même au niveau si on descend au niveau d'un canton à l'autre, on va avoir différents acteurs qui vont au niveau de ce territoire, au terme associatif, au niveau des élus et au niveau industriel. On va s'intéresser à tous ces acteurs. Dans un premier temps, on va identifier l'ensemble des acteurs. Une fois que ces acteurs ont été tous, tous identifiés, en fait, on va commencer à regarder avec elles les différentes choses qu'elles comprennent au niveau
l'implantation d'une nouvelle industrie extractive sur un territoire. Et ensuite, quand on a identifié avec elle les avantages et les inconvénients que chaque entité voyait au sein du projet, les industries extractives vont commencer à essayer de regarder avec elles quels vont être les avantages ou les inconvénients si au niveau de ces inconvénients, il n'y a pas des possibilités de restreindre ces inconvénients pour ces parties de la population. Par exemple, qu'est-ce que ça va être? On va s'intéresser déjà pour une population, par exemple autochtone, l'exemple qui avait été pris dans le cours, dans le MOOC au niveau du Canada, il y avait une difficulté pour les autochtones canadiens. Ils avaient des contraintes au niveau de quand ils travaillaient. Par exemple, ben, les Indiens, ils chassaient le caribou lors des passages de caribou. C'était quelque chose qui leur tenait à cœur. La mine était située dans un endroit de passage de circulation des caribous et avait acheté des territoires qui les empêchaient de chasser sur le territoire. C'était par exemple également une obligation au niveau de l'industrie extractive, de la mine, d'employer un certain pourcentage de gens qui appartiennent au territoire, et qui est bien logique parce qu'on va développer une industrie extractive sur un territoire. L'objectif, ça va être de développer ce territoire par l'arrivée de cette industrie extractive. Donc il y a des accords qui sont pris auprès des élus, mais également auprès des différents représentants des populations pour développer le territoire en plus de la mine et profiter de l'arrivée de la mine pour développer ce territoire. Donc c'est ça les ententes que l'on va avoir au niveau de ce territoire. Et si j'habite en France, justement, les avantages quels vont être? Donc, bah, en France, c'est en train d'être modifié, mais ce qui est fait en France et dans la majorité des pays à l'heure actuelle, c'est une obligation d'employer un certain pourcentage de la population locale. C'est-à-dire qu'on va former, les industries extractives vont former en fait des personnes pour travailler au sein de l'exploitation minière. Donc ça, c'est ce qui va être fait dans un premier temps. Dans un deuxième temps, qu'est-ce qui est fait? C'est que la mine, elle va avoir des besoins qui peuvent répondre non seulement à la mine, mais à l'ensemble du territoire. Par exemple, la mine, elle est très consommatrice en énergie. Donc l'un des exemples justement qu'il y avait comme question dans le forum de discussion, c'était que la mine va être très consommatrice d'énergie. Elle va permettre la création d'un centre qui va produire de l'énergie. Donc c'est vrai que sur ce territoire, il y a beaucoup de territoires qui n'ont pas l'énergie suffisante pour implanter, pour qu'une mine en fait puisse produire. Donc qu'est-ce qui a été fait par le passé, notamment dans les Alpes? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a construit énormément de barrages pour alimenter les mines. Donc pareil dans les Pyrénées, il y a eu beaucoup de barrages qui ont été construits pour faire produire de l'énergie pour construire les mines. Qu'est-ce que ça permet ça? Ça permet à la mine d'avoir son énergie, mais pas que. Ça va permettre également d'avoir des entreprises en fait sont également consommatrices d'énergie. Ça va leur permettre de s'implanter sur ce territoire parce que ça va donner au territoire une autre possibilité supplémentaire, un autre argument supplémentaire pour qu'ils puissent avoir développé tout un tissu industriel qui a besoin de cette énergie, par exemple. Mais j'ai cité l'énergie, mais il n'y a pas que l'énergie. Parce qu'une mine va produire sur un territoire une augmentation des flux, de matière et d'énergie que j'ai expliqué précédemment. Mais il va y avoir également un flux de matière dont a besoin la mine pour se développer. Et ce besoin de matière, en fait, ça va amener tout un tissu industriel qui va se développer sur ce territoire. Notamment, c'est ce que Michel Gebrat précisait dans ses vidéos, ça va permettre le développement de mines, de villes qui vont se créer à la campagne, et villes dans lesquelles on va développer avec ces mines tout un tissu en fait
industrielle, mais également la mine, elle va avoir besoin d'écoles. On va avoir des écoles. D'ailleurs, en France, les écoles des mines ont été dans lesquelles on appartient, elles ont été construites dans des lieux dans lesquels il y avait énormément sur le territoire d'industrie extractive. On va devoir former à tous les niveaux des personnes. Si on recrée des mines en France, on a besoin de formation à tous les niveaux qui vont aller du BEP jusqu'à l'école d'ingénieur. Donc, on va également développer sur ce territoire tout ce qui est, on a une problématique sur nos territoires, c'est tout ce qui va être les hôpitaux. Donc, qui dit arrivée de population, dit arrivée de besoins, de services qui vont devoir être créés sur ce territoire. Donc, on va recréer beaucoup de services au niveau du territoire et on va donc l'objectif de l'ensemble de ces populations dans ces consultations, ça va être de développer le territoire et c'est sur quoi on travaille également en recherche, c'est travailler sur le développement d'un territoire avec l'installation d'une industrie extractive. Donc, ça va être tous ces aspects-là qui vont être traités au niveau de l'industrie extractive dès le projet, en fait, on va déposer le projet d'étude d'impact. L'objectif de l'industriel, ça va être de prouver aux populations, par ces consultations, de l'intérêt qu'on peut avoir de développer une industrie extractive sur un territoire. Donc, non seulement par le fait qu'il va créer de l'emploi pour la mine, mais également montrer tous les effets connexes que peut engendrer sur un territoire une industrie extractive. Vous avez des précisions sur... Donc, j'ai une question sur les critères pour recevoir la certification suivie du MOOC. Alors, je ne connais pas précisément les pourcentages et Jean-Paul peut vous y répondre, mais il faut... Ah, mais il est au taquet, il est déjà là. Hop. Voilà, je suivais ça en effet. Ce qui avait été vu, c'est de manière classique dans les MOOC, ce que l'on demande, c'est 50% de bonnes réponses au questionnaire à choix multiples, sachant que on avait mis des poids relatifs, donc de 40% pour le questionnaire choix multiples final, que l'on est en train dont on est en train de finaliser la conception avec toute l'équipe du MOOC, et celui-là sera un tout petit peu plus soigné au niveau des questions. Donc 40% pour celui-là, 30% pour les questionnaires de fin de semaine, donc toutes les questions que vous avez passées, première, deuxième, troisième, et puis pour les 28-29 qui ont déjà terminé quatrième semaine, et enfin 30% pour le devoir avec correction par les pairs. Donc on prend l'ensemble de ces résultats-là, d'ailleurs c'est la plateforme Fun qui va récupérer l'ensemble de ces résultats-là, et qui va appliquer ces rapports de proportion, donc je rappelle 30% pour les exercices de fin de semaine, 30% pour le devoir à correction par les pairs et 40% pour le questionnaire final, qui sera lui aussi un QCM. Et puis, à partir de là, à partir de 50% de bonnes réponses ou 10 sur 20 sur le devoir à correction par les pairs, on obtient la certification. Alors, la certification en elle-même n'est pas un diplôme, hein, mais c'est un élément qui va permettre d'attester que la personne a bien suivi le MOOC et a bien fait le travail qui lui était demandé. Avec toute précaution, bien sûr, indiquée, parce que rien n'empêcherait quelqu'un de prendre plusieurs comptes ou des choses comme ça pour avoir le meilleur score possible. Alors, c'est un certificat qui va se trouver sur la plateforme France Université Numérique, c'est-à-dire que c'est plutôt une page internet que l'on peut imprimer, mais qui reste accessible sur la page France Université Numérique pendant assez longtemps, ce qui permet par la suite de pouvoir s'y référer et montrer que l'on a bien suivi un MOOC et pouvoir en apporter la preuve, puisque
cette preuve reste présente sur France Université Numérique pendant le temps nécessaire. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Monsieur de Rouffy, Allô? c'est bon? Oui, je te laisse continuer. Ouais, vous aviez d'autres questions auxquelles on pourrait répondre, profiter du fait qu'on soit là pour répondre à des problèmes ou des questionnements que vous avez au niveau du MOOC. Quelle valeur du diplôme aux yeux de l'IMT? Alors, ce qu'on peut dire, ne serait-ce que de manière factuelle, c'est que les étudiants de l'école des mines sont aussi des étudiants, puisqu'on a des populations spécifiques au sein du MOOC. Et donc, les étudiants de l'école des mines qui sont en option mine ou qui sont dans des cours de découverte en fait de tout ce qui va être ressources minérales suivent aussi ce MOOC et les résultats de ce MOOC comptent pour les étudiants. Donc, ce que vous avez là fait partie aussi de ce que les étudiants ont et ont à faire pour obtenir leur diplôme. Alors, pas tous les étudiants, bien entendu, mais une partie d'entre eux. Voilà, je te laisse répondre à l'autre question. Pour parler des retombées, des richesses qu'il y a entre l'État et la population, c'est vrai que si on prend le code minier français, bon, c'est vrai que là, je parle très français, mais je reviendrai après sur les autres législations. Au niveau du code minier français, en fait, pour l'instant, les retombées sont uniquement pour l'État. Hein. Donc, au niveau de l'État, c'est valable au niveau autant pour les carrières que pour les mines. Notamment au niveau des mines, où c'est l'État qui est propriétaire du sous-sol. Tu peux lancer les steaks hein, si tu veux. Jean-Paul, t'as encore branché les. Si tu fais des steaks pour tout le monde, ça va faire. Donc, je disais qu'au niveau au niveau du territoire français, en fait, on va avoir des retombées qui vont être au niveau, par exemple, de la tonne qui va être extraite et produite. En France, on va devoir une taxe à l'État. Donc, en local, pour l'instant, peu de retombées. Ce qui est en train d'être discuté et sûrement changé avec la réforme du code minier. Si on s'intéresse à d'autres pays, notamment, pas aux États-Unis, aux États-Unis, le système fonctionne un peu comme nous, en fait. Les populations, il n'y a pas de retombées au niveau local. Cependant, il y a d'autres pays, notamment le Brésil a été très précurseur là-dessus, dans lesquels il y a des retombées au niveau local où il y a une partie de la taxe, un peu comme pour les impôts fonciers et locaux en France. Il y a une partie qui va revenir à l'État, mais il y a également une partie qui va revenir au niveau de la région, voire même au niveau des communes. C'est là qu'est la différence. Donc on va avoir des différences en fonction des pays. Et c'est des choses qui sont en train d'évoluer parce que, comme je le disais précédemment, les pays comme le Canada le Brésil et l'Australie, qui sont très précurseurs sur ces retombées financières, font que, au niveau local, font évoluer les législations, notamment dans certains pays d'Afrique où les choses sont en train d'évoluer très rapidement. Mais aux États-Unis, à ma connaissance, on est toujours dans un régime avec une retombée uniquement au niveau de l'État. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou s'il y a des précisions. Ah oui, mais bien entendu, quand c'est les propriétaires, sur la question au niveau des États-Unis, la retombée, elle est très forte, mais au niveau des propriétaires, là, le propriétaire terrien, hein, qui est propriétaire du sol et du sous-sol, a des fortes retombées. Mais la question, j'avais compris plus au niveau oui, des propriétaires, des, des retombées au niveau des régions,
des départements et de l'État, les différences. Euh, Malheureusement, en France, il n'y a pas de retombées parce que c'est l'État qui est propriétaire du sous-sol. Donc, un propriétaire de surface n'aura pas de retombées financières. Enfin, Précision par rapport à ça. Juste une précision par rapport à ce que David expliquait. Effectivement, les mines en France, il n'y a pas de retombée pour, euh, pour les propriétaires terriens, si ce n'est une subvention ou un dédommagement en fait dû à l'expropriation vue par l'installation d'une mine. Donc, effectivement, c'est compliqué. Euh, tout ce que je vais dire également, donc, bon, donc pour les mines, les propriétaires terriens français vont avoir effectivement une subvention, enfin un dédommagement par rapport à leur expropriation. Par contre, effectivement, aux États-Unis, bon, ils peuvent toucher le pactole s'ils sont sur une mine d'or. Euh, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport effectivement à l'international, à ce qui se passe dans l'international au niveau effectivement des retombées économiques de l'industrie extractive et plus précisément sur ce qu'on appelle la norme ITI ou Initiative pour la transparence des industries extractives. C'est une initiative mondiale auquel les pays doivent adhérer pour effectivement qu'il y ait un meilleur partage des richesses, un meilleur, euh, un meilleur partage des richesses, une meilleure connaissance d'ailleurs des revenus que peuvent avoir les entreprises et des, et des sommes qu'elles versent à l'État ou aux régions dans lesquelles elles sont implantées, pour effectivement avoir une idée pour avoir un meilleur développement de ces territoires et éviter effectivement tout ce qui est phénomène aussi de corruption. Donc c'est des choses qui sont en train de bouger un peu partout dans le monde. Il y a beaucoup de pays qui ont adhéré à cette initiative pour la transparence. Pour l'instant, la France est dans un processus d'adhésion. Elle n'a pas encore adhéré. C'est difficile pour l'instant, effectivement, de rassembler tous les partenaires pour qu'une concertation effective ait lieu. Mais bon, on a quand même les États-Unis qui sont adhérents. On a effectivement beaucoup de pays d'Afrique. Bon, il y a quelques absents comme le Canada, enfin, quelques grands pays miniers qui sont pas encore lancés là-dedans, mais qui font des progrès en leur sein. Donc, il y a de l'espérance pour que effectivement les retombées économiques de l'installation d'une société minière à proximité d'un territoire aient peut-être des effets positifs. Alors, pardon, est-ce qu'on aurait plus de projets miniers si on fonctionnait comme aux USA? Alors, euh, le problème, c'est que en France, est-ce qu'on aurait plus de projets miniers si on fonctionnait comme aux USA concernant les particuliers? Je suis pas certain. Aux États-Unis, la société est très individualiste. Effectivement, on reconnaît à la personne et ou même à son voisin sa réussite, on l'applaudit, même si elle nous impacte fortement. En France, on est un peu moins individualiste, on est peut-être joue un peu plus collectif, mais si on a un voisin qui est très riche, qui grâce à un sous-sol très fertile, je suis pas certain qu'on soit pas si vindicatif que ça et que l'on regarde d'un bon œil l'installation d'une mine à proximité. Donc, je ne sais pas si le parallèle pourrait être fait. Pourtant, après, ce qui est important aussi à prendre en compte dans les différences de législation, c'est qu'autant aux États-Unis, en fait, on va avoir n'importe qui peut vendre son sous-sol. C'est-à-dire que sans connaissance fortement de ce qu'on va avoir en termes d'impact dans le sous-sol. Par exemple, du fait qu'il soit propriétaire du sous-sol, l'État a pu ne pas s'intéresser aux États-Unis de la présence d'une nappe phréatique ou des problématiques qu'on peut avoir de vulnérabilité d'une nappe phréatique ou d'une réserve d'eau ou d'une réserve qu'on pourrait avoir en sous-sol, on va dire en termes d'espèces souterraines protégées ou autre. L'avantage que l'on a en France du fait que l'État soit propriétaire, c'est qu'on a des études qui vont être globalisées, qu'un particulier ne peut pas se payer. C'est-à-dire qu'on va avoir une connaissance plus précise du sous-sol et de la vulnérabilité qu'on peut avoir de ce sous-sol. Ça implique aussi, en termes
d'intervention si jamais il y a une extraction qui peut être effectuée dans le sous-sol français, qu'on a une meilleure connaissance de la vulnérabilité ou de, s- de tout ce qui va être biodiversité et ressources en eau. Donc, ces études vont permettre d'avoir des précisions et donc d'avoir moins de problématiques et d'impacts qui apparaîtraient par mes connaissances. Voilà, je ne sais pas si on a répondu correctement à l'ensemble des questions. S'il y a une dernière question, on va vous laisser 1 à 2 minutes si vous avez encore une question. Alors, on va laisser Jean-Paul répondre si c'est consigné. Hop là, voilà, il fallait une petite seconde avant de revenir là-dessus. Donc, bien entendu, alors cela prendra quelques temps pour faire ça, mais Julien Fumolo, donc de la société Global, a bien entendu en charge le fait d'avoir capturé le contenu de cette conférence et on pourra la réécouter par la suite, donc à partir du moment où elle sera à disposition des autres personnes. Je pense qu'on aura le contenu d'ici demain ou après-demain. Voilà, donc je pense que demain, a priori, ça nous dit. Donc je pense on peut conclure la discussion d'aujourd'hui. N'hésitez pas à utiliser le forum, voire même Facebook, le Facebook en fait du MOOC pour poser des questions, hein. On n'hésite pas, on y répond tous les jours, voire tous les soirs à l'ensemble de vos questions. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle session de conversion avec vous. Au revoir à tous.